Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait un épisode de podcast et suite à notre vidéo pour apprendre le français à l'aide des romances et suite à notre article de fond sur ce genre littéraire, nous avons décidé de faire un podcast qui serait en fait un petit peu plus détaillé et qui pourrait en plus aider les personnes qui ont besoin d'apprendre le français puisque je vais vous lire l'article de fond, donc ça fait 8 pages, donc vous allez voir, je ne vais pas juste lire de manière monocorde, mais vous allez voir qu'il y a énormément d'informations et si vous avez le texte à disposition, je vous invite donc à écouter en même temps que vous lisez afin d'associer les sons et ce qui est écrit. Alors bien sûr, on n'est pas obligé, c'est un podcast, on n'est pas absolument obligé d'avoir le texte écrit sous les yeux. Ça, c'est pour mes élèves et pour les abonnés du site internet frenchdiscoveries.fr. Si vous nous écoutez sur YouTube, bien sûr, je sais que les podcasts, on les écoute en faisant le ménage, en faisant d'autres activités, en conduisant, en attendant les transports, que sais-je. En tout cas, voilà un petit podcast donc pour renouer avec les podcasts que nous avions fait jusqu'à présent. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas cette option sur notre chaîne YouTube, à regarder la playlist podcast dans laquelle notamment il y a des lectures de nouvelles de Guy de Maupassant. Certaines sont extrêmement romantiques et assez éloignées de la romance, puisque vous savez que Guy de Maupassant est plutôt cruel. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de la romance, un petit genre qui a tout d'un grand. C'est le titre de l'article et le titre de ce podcast. En effet, j'ai eu envie de faire ce podcast parce que on parle toujours de grande littérature. On dit toujours les gens ne lisent pas. Moi, j'ai envie de dire la littérature, c'est quelque chose qui parle aux personnes et puis les gens ne sont pas obligés de lire ce qu'on leur dit de lire. Les gens lisent ce qu'ils aiment et il est vrai que la romance connaît un grand succès. Et on va essayer d'analyser un petit peu ce phénomène plus précisément. Plutôt que l'analyser, je dirais plutôt on va faire une sorte de rétrospective pour parler de la romance au début et puis de nos jours comment cette romance a évolué. Et bien sûr, il y aura des questions et on se posera aussi des questions un petit peu plus complexes, notamment concernant la polémique sur la dark romance. Vous avez peut-être vu sur Internet que certaines personnes disent que cela donne un mauvais exemple, que cela promeut des comportements toxiques. Je vais donc vous donner mon opinion dans ce podcast. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être tenu au courant. Donc nous ne faisons pas que des podcasts, nous faisons principalement des vidéos pédagogiques, mais on a aussi une romance en ligne, une romance pédagogique qui s'appelle Trouver l'amour à Paris. Je vous mets tout ça en description dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo et puis pareil pour les personnes et les lieux que nous allons citer, je vous mets toutes les références. Vous pouvez aussi aller sur le site internet frenchdiscoveries.fr, vous abonner, c'est gratuit. Il y a 2 abonnements. Il y a un abonnement payant pour les gens qui apprennent le français et si c'est pour lire juste des articles de fond et des critiques de films, c'est gratuit. Donc en fait, vous prenez l'abonnement non payant. Pourquoi j'ai mis l'article caché entre guillemets pour des abonnés même non payants? Tout simplement parce que c'est un article de 8 pages et que je pense qu'il faut vraiment être intéressé par le sujet pour vraiment prendre le temps de le lire. Vous allez voir que c'est une sorte d'interrogation et en même temps de questionnement sur ce genre, un genre littéraire qui en fait a souvent été perçu comme quelque chose de simple et comme dit dans le titre, c'est en fait un genre littéraire qui a tout d'un grand, qui est aussi complexe que n'importe quel genre littéraire, aussi complexe que le romantisme ou que le réalisme. Et j'espère que vous en serez convaincus après avoir écouté ce podcast. Je vous remercie et on va commencer tout de suite à entrer dans le vif du sujet. La romance
un petit, entre guillemets, genre qui a tout d'un grand. S'il est un genre littéraire qui souffre d'a priori et de clichés péjoratifs, c'est bien la romance. Est-ce parce que c'est un genre dans lequel s'illustrent de nombreuses autrices, parce que plus les années passent, plus les protagonistes féminines s'affirment, ou est-ce par snobisme, ou est-ce par ignorance? Y aurait-il une littérature plus honorable qu'une autre, principalement portée par des succès et des auteurs masculins? Pourquoi mépriser ce que les gens lisent vraiment? Difficile d'expliquer objectivement cette attraction-répulsion, tellement, encore une fois, nous constatons une réalité à deux vitesses. D'un côté, les ventes de livres de romance ne cessent d'augmenter, au point que c'est le marché de la romance qui soutient l'économie du livre. D'un autre côté, il est improbable qu'une romance soit un jour récompensée d'un prix littéraire officiel, comme le Goncourt ou le Féminin. Je me trompe peut-être. J'espère me tromper en tout cas. Certains trouvant même l'idée absurde car ce n'est pas de la littérature selon eux. Mais c'est quoi au juste la littérature? Un ensemble d'œuvres adoupées par l'élite? Il serait temps de revoir notre appréciation de la romance, considérée à tort comme un sous-genre. Un succès économique et un engouement croissant. En 2024, le journal Le Monde précisait dans un article que le marché du livre était sauvé par la romance. Tandis que les autres ventes de livres, hors romance, reculaient de 4%, les livres de romance augmentaient quant à eux leur part de marché de 4%, empêchant ainsi une régression des ventes d'ouvrages imprimés. Voir note 1. Alors je me rends compte en lisant ce podcast que c'est une erreur. Ça a augmenté la part de marché de 1%. Donc les ventes de livres ont reculé de 4%. Et en fait, les ventes de livres de romance en 2024, on n'a pas encore les chiffres 2025, ont augmenté leur part de marché de 1%. On peut comparer cet engouement pour la romance avec un autre marché de niche, celui du manga, qui lui non plus ne connaît pas la crise. À l'instar des fans de manga, les fans de romance ont de nombreuses conventions qui affichent complet. Il existe aussi des concours, des sites et des forums dédiés et sur les réseaux sociaux, les créatrices de contenu promeuvent la romance et ces contenus rencontrent un grand succès. La production de romance, ou l'écriture de romance, est, comme pour les mangas, importante et soutenue. De nombreux titres sortent régulièrement. Pour la liste par mois des conventions, puisque je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de conventions, eh bien, nous citons dans l'article, et je le mets également dans les références, un article écrit par une autrice de romance, Cara Federsan, qui a listé les conventions françaises dédiées à la romance, et elle a classé ça mois par mois. On la remercie parce que c'est un outil vraiment très intéressant si on a envie d'assister à une convention. Alors, qu'est-ce qu'une convention ? Eh bien, une convention, c'est tout simplement un événement où quelqu'un, ou un groupe, pas une seule personne, mais où un groupe de personnes qui partagent un intérêt commun vont se retrouver. Il y a des dédicaces, des rencontres, des ateliers. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour parler d'un livre d'Alice Doublier qui s'appelle Trope, les secrets d'écriture de la romance et de la romantaisie. Vous savez que sur French Discoveries, nous faisons des ateliers d'écriture et on fait un atelier d'écriture de romance et j'ai donc lu avec attention son livre chez Bragelonne, aux éditions Bragelonne, j'espère que je prononce bien, et si vous êtes intéressé pour savoir comment écrire de la romance, je trouve que c'est un livre très ludique, très intéressant, alors basé sur ce qui s'apprend dans les ateliers d'écriture et dans les écoles d'écriture anglo-saxonnes, puisque vous savez que dans les pays anglo-saxons, on apprend à écrire et c'est pas du tout péjoratif, on ne croit absolument pas à cette idée que voilà, on se lève, on a la science infuse. Non, il y a en fait des choses qui marchent, des choses qui relèvent du genre. Et dans son livre, je trouve que c'est très ludique. Alors déjà, il y a des jolies illustrations. Je vais vous le mettre également en commentaire. Et je trouve, en description, pas en commentaire, j'y arrive.
et c'est très inspirant. Alors nous on le fait déjà en formation, parce que moi j'ai fait une formation à Londres de creative writing et de romance writing. Donc quand j'ai vu ça, j'étais tellement contente qu'une Française en parle et que ce soit traduit en français, même si ils ont été obligés de garder le nom des tropes en anglais par rapport au français, mais ils expliquent ça très très bien. Donc écoutez, c'était une petite parenthèse pour faire la promotion d'un livre. De toute façon, je vais en reparler, hein. Je ferai un article sur ce livre qui est vraiment très très bien. On va donc continuer à lire notre article. Donc on disait qu'on pouvait comparer l'engouement pour la romance avec le marché du manga. Alors un marché de niche pour les gens qui apprennent le français. Un marché de niche, c'est-à-dire un marché vraiment spécifique. Et je pense que dans notre époque où en fait il y a tellement d'offres, c'est un peu normal que tout ce qui est niché, donc tout ce qui est vraiment spécifique, rencontre du succès parce que les gens ont un engouement, c'est-à-dire les gens sont vraiment attirés, les gens ont envie de lire, de participer à des événements sur les choses qu'ils aiment. Donc je trouve ça très intelligent de travailler vraiment sur des choses spécifiques et non pas généralistes. Je continue la lecture pour ceux qui ont l'article. Pour les autres, on va parler tout simplement d'une rentabilité doublée de sociabilité. De plus, alors qu'on a tendance à assimiler la romance à de la littérature à l'eau de rose, à des livres pour les bonnes femmes qui s'ennuient à la maison, force est de constater que ce genre littéraire est sous-coté et que ce marché du livre est rentable au vu de l'explosion du nombre d'ouvertures de librairies exclusivement dédiées à la romance qui réalisent un chiffre d'affaires honorable. Mieux, ces nouvelles librairies, qui promeuvent tous les genres de la romance, sont des lieux sociaux réels à une époque où on déplore la virtualité. Elles ont une fonction sociale permettant aux lectrices de se réunir, et quand on sait qu'il est difficile pour des femmes de se retrouver dans l'espace public et dans des safe places, ces librairies thématiques ont un rôle non négligeable socialement. Alors ici, je vais expliquer ce qui est dans l'article. C'est vrai que si vous vous promenez dans la ville, il y a bien sûr des bancs publics, il y a des touristes, mais généralement, il y a davantage d'hommes dans l'espace public que des femmes. Les femmes ont tendance à transiter, à rester de manière temporaire, en compagnie d'amis ou vraiment très peu de temps. On sait toutes que si on reste longtemps dans un lieu toute seule, on peut se faire aborder et parfois on n'a pas du tout envie. Et donc, ce que je disais dans cet article, c'est qu'effectivement, des lieux, même s'ils ne sont pas du tout fermés aux hommes, des lieux dans lesquels on peut trouver des choses que l'on aime et se poser. Il y a par exemple des mezzanines dans la dernière librairie de romance que j'ai visitée. C'est des lieux qui permettent aussi aux femmes de sortir de chez elles et de se sentir en sécurité. Dans ce genre de librairie, on peut se faire des amis, échanger sur ce qu'on aime, parfois boire un café, grignoter une pâtisserie quand il y a l'option salon de thé, assister à des rencontres ou à des dédicaces. Même si toutes les librairies dédiées à la romance ne proposent pas l'ensemble de ces options, ces lieux participent à la vie communautaire, réussissant à transformer la lecture, activité solitaire, en une activité participative et sociale, et donc une activité collective. En effet, lorsque l'on lit, on a tout souvent tendance à dire voilà, c'est une activité plutôt introspective, on est plutôt solitaire, c'est quelque chose que l'on fait seul. Et là aussi, les anglo-saxons, ils ont cette chose merveilleuse qui s'appelle les clubs de lecture. On lit tous le même livre et ensuite on se retrouve pour en discuter. Et je trouve que c'est très sympathique, contrairement à nous en France, on doit lire un livre pour l'école et ensuite il y a un contrôle et souvent on n'a pas eu le temps de lire le livre, on n'est pas du tout inspiré par le livre et c'est plutôt source d'angoisse parce qu'on se dit ah j'ai pas fait mes devoirs. Tandis que là vous avez une idée de prendre un livre et que le groupe en débatte. Et alors ça peut être des classiques, comme ça peut être des essais, comme ça peut être des livres de romance, il n'y a vraiment aucune restriction.
Et c'est vrai que de créer des conventions, donc des lieux où il va y avoir des rencontres, des dédicaces, on va parler d'ateliers, dire comment écrire une romance, ou on va parler de tel ou tel auteur et autrice, eh bien c'est vraiment intéressant et ça permet en fait de sortir les gens d'une activité solitaire pour les faire communiquer. Alors Caen, Rouen, Lyon, Annecy, Bordeaux et bien sûr en Île-de-France, la liste est non exhaustive, les librairies indépendantes dédiées à la romance fleurissent comme les bouquets de roses offerts à la Saint-Valentin. Désolée pour ce cliché, mais j'avais envie de le faire. Alors, qu'on me pardonne de ce cliché justement, car de nos jours, la romance, ce n'est plus seulement la jeune fille qui attend sur son canapé son prince charmant, un prince charmant forcément viril qui, pour lui prouver son amour, va lui arracher ses vêtements. Donc, si vous avez étudié l'écriture de romance au Royaume-Uni, il y a, alors je ne me rappelle plus exactement du terme historique, mais c'est un peu l'idée de l'arracheur de corsage. Vous voyez, c'était l'homme viril qui arrivait, qui était le prince charmant de la jeune fille, et pour lui montrer qu'il l'aimait et qu'ils allaient passer tout leur temps ensemble, il lui arrachait ses vêtements. J'ai envie de vous dire, relisez les anciennes romances. Ça fait, quand je dis anciennes, c'est romances à partir du XVIIIe siècle. On va voir que la première romance date du XVIIIe siècle. Relisez les anciennes romances, ça fait un peu froid dans le dos, hein, jusqu'à même l'époque, les années 60 et même 70. On a cette femme soumise qui ne rêve qu'au mariage, et ce sont des écrits où de nos jours on pourrait faire une lecture critique et on pourrait vraiment voir que c'est quelque chose de toxique qui véhiculait des comportements qui de nos jours ne sont plus du tout acceptables. Et ça va me permettre de vous parler justement moi, de la première romance, donc, qui s'appelle Pamela ou la vertu récompensée. On va en parler plus en détail dans quelques instants. De nos jours, je pense que l'auteur aurait quelques petits problèmes parce que de nos jours, considérer que le bonheur d'une femme passe par épouser l'homme qui l'a agressée, c'est pas, ou qui a du moins tenté de l'agresser, on va voir qu'il y a des subtilités dans le livre, c'est pas quelque chose qui marcherait de nos jours, hein, mais on va voir qu'à l'époque, donc en 1740, non seulement ça a marché, et en plus, ça a connu un énorme succès. Et alors, fait étonnant, mais je vais tout vous dire dans quelques instants, on lisait des passages de romance à la messe. Donc, on lisait des passages de Pamela ou la vertu récompensée à la messe en guise de sermon. Bon, alors, on va expliquer un petit peu tout ça dans quelques instants. Un genre littéraire qui évolue avec son époque. Alors, avant de vous parler de Pamela et puis de cette vraiment histoire que je trouve pas du tout romantique, hein, de mon point de vue, on va quand même parler du genre littéraire de la romance. Alors en 2025, si la romance s'achève toujours par une fin heureuse, on va dire que c'est beaucoup plus subtil. Par exemple, contrairement aux anciennes romances, 18, 19, 19e siècle et début du 20e siècle, on a beaucoup plus de subtilité. On a le choix entre une fin où ils se marient et sont heureux pour l'éternité, ou du moins ils sont en couple et heureux, et une fin où ils sont heureux pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, ils ont réussi à surmonter leurs problèmes de couple, mais rien n'indique qu'ils vont rester ensemble pour toujours. En tout cas, vous voyez, c'est aussi ce qui caractérise une romance. Une romance, c'est quelque chose qui a une fin heureuse. Alors, les lecteurs et les lectrices adorent notamment aussi cette fin, ce type de fin, et de nos jours, qui est assuré de vieillir avec son compagnon actuel, même si on l'aime beaucoup, avec son compagnon ou sa compagne. On ne sait pas de quoi demain sera fait, et donc le fait d'avoir une fin beaucoup plus subtile, le récit s'arrête au moment où le couple a réussi à surmonter ses problèmes et ils sont heureux pour le moment, happy for now, comme on dit en anglais, eh bien forcément ça va parler au lectorat. Les héroïnes de romance travaillent, ont des ambitions, une personnalité, des problématiques à gérer, une charge mentale, des succès, des amis, des familles qui ne sont pas toujours idéales, et dans notre monde désabusé, elles réussissent à garder un idéal. En fait, les héroïnes de romance croient en l'amour. Peu importe si elles sont trompées, flouées, escroquées, trahies, déçues, elles savent qu'au bout du chemin, l'amour sera là, alors éternel ou temporaire,
mais il sera là. Elles ont la foi et confiance en l'avenir. Et de nos jours, qui dit mieux? En fait, quand vous êtes un peu déprimé, vous lisez une romance, alors n'importe quel type de romance, il y a énormément de péripéties, mais il y a un happy end. Alors, dans les autres fictions plus classiques, les romans en romance, il y a toujours des histoires d'amour. Je veux dire, parler d'histoires d'amour, ça a toujours existé dans la littérature. Mais on va dire qu'il y a le drame qui est vraiment préféré, les fins ne sont pas nécessairement heureuses, et on pense que les gens préfèrent en fait les choses dramatiques plutôt que les choses heureuses. Mais il se trouve qu'il y a de nombreux lecteurs et lectrices qui préfèrent quand tout est bien qui finit bien. Alors, est-ce une réaction à notre époque troublée ou une simple préférence? Je ne suis pas sociologue, mais je pense, au vu du succès de la romance, qu'il serait temps de vraiment faire une analyse poussée et d'arrêter de croire que les choses négatives attirent forcément les gens. Alors, vous allez me dire, dans la romance, par exemple la dark romance, ou même dans les épreuves que vivent les héroïnes, par exemple une héroïne qui découvre qu'elle est enceinte, les choses ne sont pas toujours joyeuse, mais à la fin, tout va bien. Et en fait, c'est un stéréotype qui nous rassure aussi. Alors d'un côté, vous avez les stéréotypes où on pense que ce qui est mal est intéressant. Il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de stéréotypes. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui ont besoin de savoir qu'à la fin, ça va être réglé, on n'a pas fait ça pour rien. Et donc, ça serait intéressant qu'il y ait une étude sociologique, peut-être que ça existe, hein, dites-moi en commentaire, si quelqu'un a fait une étude de sociologie sérieuse sur la préférence pour une fin dramatique ou heureuse, sachant que donc dans les romances, la fin est toujours heureuse. Alors, du genre au sous-genre. Sous cette partie, j'expliquais que la romance s'adresse à tous les lectorats. De nos jours, on peut trouver de la romance pour les hétéros, LGBTQIA+, ou encore pour les amateurs de relations entre humains et créatures du paranormal, du futur, d'une autre réalité. La romance, ça va se décliner en sous-genres. Alors, on a énormément de sous-genres, hein, de la new romance à la dark romance, en passant par la romance historique. Je vous ai mis dans l'article la liste faite par Librinova qui a dressé une classification des sous-genres. Alors il y a la romance historique, moi j'adore, vous avez vu dans la vidéo, hein, la romance contemporaine, la chiclite version romance, la new romance, la dark romance dont on a déjà beaucoup parlé, la romance paranormale, la romance érotique, la romance science-fiction, la romance à suspense qu'on appelle aussi la romance policière. Peut-être vous en connaissez d'autres, je serais curieuse. Alors, plus il y a de niches, plus les consommateurs sont susceptibles d'y trouver ce qui les intéresse, hein, comme je vous ai dit au début de ce podcast, et plus l'univers romanesque est riche, plus il se prête à de multiples expérimentations d'écriture. Donc, je trouve que critiquer la romance en l'associant à de simples histoires de jeunes filles qui attendent le prince charmant de manière bébête et bêta, c'est non seulement erroné, mais ça témoigne d'une méconnaissance de l'évolution de ce genre littéraire, ça témoigne aussi d'une certaine fermeture d'esprit. Et certes, c'est un genre littéraire qui n'est pas académique, mais qui fait partie du quotidien des Françaises qui lisent, même s'il est parfois tabou d'assumer de lire des livres. Alors, quand les gens sont sympas, ils disent « tu es fleur bleue », et on dit aussi des romans à l'eau de rose. J'explique un petit peu plus loin l'origine et la signification de ces expressions idiomatiques. Alors justement, je vous ai dit, les héroïnes de nos jours de romance ne sont plus des héroïnes complètement mièvres, naïves, et au niveau de leur intimité, les héroïnes sont plus ou moins chastes, les scènes intimes sont plus ou moins hautes, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a même un genre de romance hein, qui s'appelle la romance érotique, et comme son nom l'indique, ce type de romance n'hésite pas à décrire le désir, les ébats, les descriptions sont réalistes, et on ne rappellera jamais assez comment c'est difficile de maîtriser l'art de l'écriture érotique en restant classe, c'est-à-dire en ne faisant pas du porno. C'est complexe, ça nécessite d'être capable de transposer sa propre version des rapports intimes pour un public qui n'a pas forcément le même univers ni les mêmes goûts, et
ça nécessite aussi de s'inscrire dans l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. D'ailleurs, si vous lisez le livre dont je vous ai parlé, Tropes, les secrets d'écriture de la romance et de la romantasy, effectivement, ce sont des scènes qu'il faut savoir maîtriser, savoir écrire. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on sait écrire de manière innée. Souvent, on va retravailler son texte. Vous savez, les auteurs, c'est très rare qu'un premier jet leur permette de tout de suite avoir une scène parfaite, vraiment bien écrite. Et là, dans ce genre de romance vraiment très intime, même si à force, je pense qu'on prend des habitudes, c'est quand même, encore une fois, une compétence. Et je pense qu'il faut donc, si on aime ça, ne pas du tout avoir de tabou, si on aime lire ce genre de livres. Et ça me faisait aussi penser au manga, puisque je ne sais plus comment s'appelle le genre de manga, je crois que c'est seinen, mais j'en suis pas sûre. Un manga qui peut être lui aussi plus ou moins coquin. Alors, le point commun de tous les sous-genres de romance, c'est la relation amoureuse qui est au cœur de l'histoire, et qui est le cœur de l'histoire, pardon. Alors, je reprends. Le point commun de tous les genres de romance, c'est la relation amoureuse qui est le cœur de l'histoire et non au cœur de l'histoire. Et c'est ça qui distingue la romance de tous les récits où on peut trouver une histoire d'amour. C'est pourquoi, d'après moi, Roméo et Juliette n'est pas une romance. Tout d'abord, il n'y a pas de fin heureuse. Alors je suis désolée, je vais vous faire un petit spoiler au niveau de Roméo et Juliette. Ils meurent tous les deux à la fin. Ensuite, leur histoire d'amour, elle est enchâssée dans une rivalité entre les deux familles, dans un drame qui fait que de toute façon, il n'y aura pas de fin heureuse. Roméo et Juliette ne peuvent pas être ensemble. Donc, dans une romance, certes, on pourrait parler d'une rivalité amoureuse, d'une rivalité familiale qui serait présente, mais cela aurait moins d'importance que la finalité, c'est-à-dire l'amour victorieux malgré les embûches, et la relation amoureuse en elle-même. Si Roméo et Juliette étaient une romance, eh bien, on se focaliserait davantage sur la relation amoureuse entre les jeunes gens, même si là, vous avez l'impression dans la pièce de Shakespeare que c'est le cas. En fait, on parle quand même beaucoup de ce qui empêche qu'ils soient ensemble. Et dans une romance, on en parlerait, mais on aurait quand même plus d'informations sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs interrogations et leurs certitudes. Et on aurait aussi vraiment des descriptions beaucoup plus profondes, malgré les rivalités familiales. En fait, dans les descriptions, on aurait des informations plus émotionnelles que dans le texte de Shakespeare, qui a une autre visée, et puis Shakespeare n'écrivait pas de la romance, ça n'existait même pas à son époque. Donc, on verrait bien sûr Roméo et Juliette s'aimer, ils parleraient de leur amour, mais surtout, il n'y aurait pas de fin tragique, il n'y aurait aucune tentative de sauter la vie ou quoi que ce soit à la fin. Ça n'existe pas dans un livre de romance, ça serait aussi incongru. J'avais mis dans l'article qu'un plat de spaghettis à l'arsenic qui serait vainqueur d'un concours culinaire télévisé. Alors j'ai dit ça de manière un peu provocatrice. Effectivement, c'est peu probable qu'on ait une fin aussi noire dans un roman de romance. Et donc, effectivement, ça veut bien dire qu'il y a un moment, un genre qui s'est vraiment intéressé à mettre en avant la relation amoureuse, les sentiments, et choisir qu'il y ait une fin heureuse, alors que lorsqu'on parlait d'amour, pendant même un roman ancien, Tristan et Iseult, pareil, c'est dramatique, comme Roméo et Juliette. Donc voilà un petit peu la différence entre une romance et un autre roman dans lequel il y aurait une histoire. À présent, on va parler de quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressée au sujet des romances en tant qu'objet, en tant que livre. Pour moi, ce sont des romans qui sont à la fois aussi des objets esthétiques. Alors que l'on aime ou pas la romance, on ne peut dénigrer la beauté des livres, des couvertures et des illustrations. Il y a un univers visuel même dans l'objet livre. Même les versions poche vont soigner la couverture avec des visuels de qualité, malgré l'usage des intelligences artificielles pour la production d'images stylisées.
les couvertures et les visuels sont quand même aussi travaillés par des graphistes. Il y a un métier, pour celles qui connaissent un peu Wattpad, il y a des personnes qui sont spécialistes pour faire de très jolies couvertures, aussi bien numériques que papier. Alors pourquoi je vous parle de Wattpad? Parce qu'il y a beaucoup de romances sur Wattpad. Si vous ne connaissez pas Wattpad, c'est une plateforme en ligne où on peut lire des écrits. Il y a notamment des romances, mais pas seulement, hein. Il y a aussi des polars. Il y a des productions qui sont payantes et des productions majoritairement gratuites. Je vous invite à aller voir, c'est une plateforme américaine à l'origine, mais bien sûr c'est traduit en français. Et ça peut aussi vous motiver si vous avez envie d'écrire. Je suis en train de penser que j'avais écrit un roman policier qui s'appelle La Mer sur Wattpad et que je ne l'ai jamais fini, c'était il y a 2 ans. Je ne l'ai jamais fini parce que j'en étais pas satisfaite et je l'ai dans mes cartons. Peut-être il faudrait que je termine. En tout cas, prochainement, je vous mettrai une romance sur Wattpad, gratuite bien sûr. Alors, on sait qu'une couverture attire le lecteur et pendant les fêtes de Noël, d'ailleurs, vous voyez que les ouvrages qui ont une édition spéciale, des beaux livres, on va les acheter de manière prioritaire parce que ça fait en fait de jolis cadeaux. Alors, visuellement, un livre de romance, c'est beau. On pourrait même dire qu'il est instagrammable, que ce soit pendant sa lecture ou en vagabondant dans les rayons des librairies, qui sont aussi, elles, instagrammables, hein, toutes très jolies. Mais restons sur le livre. Visuellement, le livre de romance est attractif, un peu comme les livres pour enfants, hein. Et si on est sur une librairie généraliste, on va reconnaître ce rayon grâce à son esthétique soignée, grâce aux couvertures, grâce au visuel. Et c'est important parce que l'idée, c'est de susciter une envie d'achat et de faire aussi des livres de romance, des objets esthétiques. Et je trouve que c'est intelligent à l'ère des réseaux sociaux parce qu'on a envie de partager les belles images des couvertures. Et vous remarquerez que même les éditions basiques de type livre de poche avec des pages en papier recyclé, je pense à la collection Victoria de chez Harlequin, moi je suis une grande fan, et ils ont des couvertures dont le visuel est soigné, attractif, en relation avec l'époque et le lieu de l'histoire. Le papier en lui-même, c'est du papier recyclé. Il n'y a rien de spécial dans ces livres de poche, mais le visuel est soigné. Et les livres de romance sont facilement des objets de collection, je trouve, en raison de leur apparence et de cette créativité des visuels. Il y a une très belle créativité graphique. Et vous savez que l'être humain adore collectionner. Dernièrement, on parle tous de la folie la bubu et tout ça. Alors dans ma jeunesse, c'était la folie des totoches. Vous savez, c'était des petites tétines en plastique. Pour ceux qui ont l'article, je vous ai mis un renvoi vers un short de Lina qui montre comment c'était fou à l'époque. Alors là, c'est une petite parenthèse. Alors justement, je vous ai parlé de Victoria, donc la collection chez Harlequin, donc une collection qui est dédiée à la romance historique. Et c'est vrai que Harlequin est actuellement la maison d'édition par excellence de la romance. Je ne dis pas qu'il n'y a que Harlequin. Et pourquoi je dis la maison d'édition par excellence? Parce que c'est la plus puissante, du moins pour le moment. Alors, j'ai été curieuse de savoir un petit peu c'était qui Harlequin. À l'origine, les éditions Harlequin étaient canadiennes et la maison d'édition a vu le jour en 1949 à Toronto. De nos jours, elle est leader dans la publication de romans d'amour. En 1978 seulement, vous voyez, donc pendant tout ce temps-là, on n'avait pas ça en France, mais en 1978, Harlequin est arrivé en France. Et désormais, ce sont elles qui publient la majorité des romances que nous pouvons voir, même s'il y a d'autres maisons d'édition. Et en fait, avant, qu'est-ce qu'il y avait avant Harlequin? Parce qu'il y avait quand même des romans d'amour. Il y avait une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Taillandier, et qui maintenant publie d'autres styles de livres. Elle publie aussi des romans d'amour. Mais avant l'arrivée d'Harlequin, à la fin des années 70, c'est vrai que, et même au 19e siècle, parce que c'est une très 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 vieille maison d'édition, les éditions Taillandier, ils étaient les experts dans la publication du roman d'amour qui s'appelait le roman de gare. Voilà, on va en parler après dans la partie historique.
Alors, on retrouve les publications Harlequin aussi bien dans des chaînes de grandes librairies, comme je pense à Deux Citres, à Lyon, il y a un rayon, que dans les supermarchés. Alors, je ne vais pas vous retracer l'histoire de la maison Harlequin parce qu'il y a une page Wikipédia qui a été dédiée et dans l'article, j'ai mis toutes les références. Mais c'était pour moi impensable de parler des romans sans citer Harlequin. D'ailleurs, j'ai remarqué en faisant mes recherches que la page Wikipédia dédiée à Harlequin doit être complétée. Alors, si quelqu'un de chez Harlequin écoute ce podcast, ça serait bien de compléter la page française de Wikipédia. Et si vous, en tant qu'internaute, vous avez des informations, visiblement, la page est considérée comme étant avec des lacunes. Et on sait quand même que depuis 2014, Harlequin est intégré au groupe américain HarperCollins, qui a été créé en 1817. Donc, ce sont toutes des maisons d'édition très anciennes. Harlequin a été créé en 1949, c'est relativement récent, mais ça, maintenant, de nos jours, c'est intégré à vraiment une maison d'édition très 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 ancienne. Et il faut savoir que depuis l'origine, Harlequin publie au format poche. Alors, concernant les romans d'amour, les collections, elles sont variées, nichées, avec des collections en fonction du type de romance. Et je trouve que c'est une stratégie commerciale efficace. Il y a des promotions, par exemple en été. Les livres sont vendus moins cher et regroupent plusieurs récits. Bon, moi, j'avoue que j'achète le spécial été, voilà. Il y a également un site internet très riche qui présente l'offre. Et il y a une application qu'on peut télécharger sur Android et aussi pour les gens qui ont un Apple, un iPhone. Oh là là. Donc, cette application s'appelle Hello Romance. Alors, sur Hello Romance, les lecteurs ont accès à des e-books gratuits, à de nombreuses offres professionnelles. Et si vous achetez des livres Harlequin, moi notamment lorsque j'achète la collection Victoria, à la fin de chaque livre, on retrouve la possibilité de s'abonner. Il y a un coupon réponse avec des offres pour recevoir les futurs titres. Et vous avez également sur Instagram, la maison d'édition Harlequin a un compte officiel qui s'appelle Harlequin Books. Et c'est un compte très dynamique et inspirant. Je vous invite, si vous êtes curieux, à aller le voir. Alors forcément, comme je vous ai dit, maintenant de nos jours, il y a d'autres maisons d'édition qui publient désormais de la romance. Il y a Hugo Publishing, et d'ailleurs Hugo Publishing qui organise un festival de New Romance. Si vous allez sur le site internet d'Hugo Publishing, vous avez toutes les informations sur ce festival de New Romance qui aura lieu le 2 novembre 2025 au Havre. Alors il est déjà complet. Au programme soirée festive, rencontres, masterclass, dédicaces, le festival semble en tout cas attractif et je trouve que l'initiative est chaleureuse et ça donne envie de réserver pour la prochaine édition. C'est ce que je ferai parce que je me suis réveillée un peu tard, mais on m'a dit que les places partaient vite, donc voilà, il faut un petit peu guetter. En tout cas, l'édition de cette année est complète. Enfin, si on réfléchit à toutes ces démarches, ça témoigne de la vitalité du secteur, à la fois économique et créatif. C'est un secteur où il y a beaucoup de création et on est vraiment très loin, comme je vous ai dit, des jeunes filles éthérées qui rêvaient au prince charmant. Et de nos jours, c'est vrai qu'on serait justement très très choqué de considérer, de dire ah ça c'est considéré comme une romance. Non, c'est un livre toxique et à l'époque, au 18e et au 19e, vous voyez, dès que la jeune femme voulait être indépendante, c'était juste temporaire parce qu'en fait son objectif c'était juste de faire un mariage et d'avoir des enfants. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça a beaucoup changé pour certaines femmes? Je ne sais pas. Justement, on va parler de la polémique de la dark romance. Et vous allez voir que, encore une fois, il y a une histoire de clichés, mais c'est pas quelque chose qui est, j'ai envie de dire, pour rien, puisque effectivement, on peut s'interroger. C'est facile de critiquer, si vous voulez, les autres périodes en disant à l'époque, par exemple Pamela, elle devait épouser le type qui a voulu l'agresser, quelle horreur. Mais ça ne veut pas dire que de nos jours on fait mieux, et justement on va en parler, et on va aussi parler de l'aspect un peu catharsis, parce que c'est pas parce qu'on voit des films dans lesquels il y a des crimes qu'on devient tous des meurtriers, donc c'est pas parce qu'on lit de la dark romance où il y a des comportements toxiques qu'on va cautionner des comportements toxiques, et ça je pense que c'est important de souligner cette nuance. Alors y a-t-il vraiment une polémique sur la dark romance? C'est une question que je pose.
Comme je vous le disais, effectivement, on peut très bien être fan de true crime et pas forcément être un tueur en série, voilà, même sûrement. On peut être intéressé par des films d'horreur ou par des choses qui peuvent être un petit peu noires et sans forcément dans notre vie cautionner ce genre de comportement ou avoir envie. Ça, parfois, comme on dit, la catharsis, voyez, depuis l'Antiquité, quand les Romains assistaient au jeu du cirque, en fait, ça permettait de sortir leur violence et ça ne voulait pas dire qu'ils étaient tous violents. Donc, on va parler de ces romans d'amour d'autrefois qui participaient à ce qu'on appelle de nos jours la culture du V, au rabaissement de la femme et à leur faire accepter des situations d'emprise. Alors, j'ai pas dit le mot parce qu'on est sur YouTube, mais vous avez compris. Et il serait vain de croire que l'évolution du genre littéraire a permis d'éviter les écueils dangereux d'autrefois. Même si, au fil de l'évolution de la société et de l'émancipation des femmes, les romans d'amour ont su refléter les combats et les droits des femmes. Alors il faut savoir que de nos jours, les femmes travaillent, comme je vous l'ai dit, elles ont une liberté, mais la dark romance, qui représente 7% du marché du livre et un succès fou auprès des jeunes filles, est accusée de véhiculer une culture toxique et je vous ai mis d'ailleurs le lien vers le podcast de France Inter qui est paru fin 2024 où en fait on parle justement de ces accusations. Alors moi je pense que malheureusement cette mode littéraire de la dark romance qui selon ses détracteurs mettrait en avant des comportements masculins toxiques, qui présenterait la violence comme une preuve d'amour, repose effectivement sur des stéréotypes ancrés dans la société et dans la psyché collective. Je vais utiliser le conditionnel parce que tout est question de point de vue, de lecture et de subjectivité. En effet, comme je vous ai dit, on regarde fréquemment des films de crime ou d'horreur en sachant que c'est mal et sans avoir envie d'imiter ce qu'on voit à l'écran. On peut donc, à mon avis, lire de la dark romance et aimer ça en admettant que le personnage concerné va être toxique et que ce n'est pas bien et en ayant du recul. Et c'est pour ça que je trouve génial ces clubs de lecture, parce que dans cette analyse, on a une analyse réelle, une analyse où on va discuter avec d'autres personnes, et si jamais on n'avait pas perçu quelque chose, dans la conversation, on va pouvoir pointer quelque chose de problématique. Discuter, ça permet de partager les points de vue et les expériences, et pointer ce qui dérange, ce qui plaît pas, et pourquoi. Alors, c'est pas évident d'avoir du recul sur le sujet. J'ai envie de citer Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, quand on est une femme, on n'est pas libre, on le devient. Et je crois qu'il est important de valoriser les femmes, leur travail, leur activité, de leur donner confiance en elles, et donc de les protéger aussi d'elles-mêmes, parce que quand on n'a connu qu'un univers violent et rabaissant, et qu'on lit des choses un petit peu dures, il est difficile de réaliser les situations d'emprise parce qu'on croit que c'est la normalité. Il arrive aussi dans nos parcours qu'inconsciemment on recherche le danger parce qu'on ne connaît rien d'autre. Mais ça ne veut pas dire que la femme est coupable ou victime, elle est prise dans une toile d'araignée, c'est extrêmement complexe. Et c'est des situations où on pense maîtriser ou pas. Et même la plus grande des féministes peut se faire avoir. Il n'y a pas de personne qui aurait une vérité absolue. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire. Mais en tout cas, le pouvoir et la domination, c'est érotisé par les médias. Et on peut très bien avoir du recul et dire c'est complètement débile, je ne suis pas d'accord, mais je le lis juste parce que j'aime bien l'histoire. Donc en étant complètement consciente, mais on peut aussi le lire sans en être consciente parce que dans notre évolution personnelle, on n'a pas encore eu ce déclic. Et malgré des mouvements féministes, malgré MeToo, des actions de prévention, le fait que la parole soit plus libre qu'avant, c'est vrai qu'il faut faire un gigantesque travail psychologique sur soi-même pour s'extraire de la violence, de la toxicité, et même si on n'est pas plongé dans un environnement de violence, des fois, on ne reconnaît pas forcément des comportements rabaissants parce qu'on est une bonne personne, on est positive et donc on ne repère pas forcément les personnes qui ont des mauvais comportements. Donc on va lire un livre où on va être en présence de personnes toxiques
et on ne va pas s'en rendre compte, et quelque part ça va nous protéger. Le cerveau et les comportements sont conditionnés par nos expériences et l'entourage social, et souvent on va minimiser, et on va trouver que celles qui vont s'insurger, on va dire « ah, elle exagère ». Et je crois que même si on n'est pas d'accord, c'est intéressant d'écouter une personne qui vous dit « voilà, je pense que la dark romance c'est pas bien parce que nanana ». Mais je pense que les personnes qui disent que la dark romance c'est toxique devraient aussi écouter les femmes qui aiment la dark romance et pourquoi elles aiment la dark romance. Alors, c'est vrai qu'une épreuve de la vie et la maturité va nous permettre de saisir des enjeux, d'ouvrir les yeux face à une situation toxique. Parfois, il est trop tard. Parfois, on va pousser un housse de soulagement en ayant froid dans le dos. On va réaliser ce à quoi on a échappé. Il y a tellement de situations aussi variées que de personnes. Alors, c'est mon opinion personnelle, je ne dis pas que j'ai raison. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faudrait des sortes d'assises du droit des femmes, davantage de législation pour nous protéger et pérenniser nos droits. Et surtout, une réforme profonde de l'éducation des garçons. Mais je ne crois pas que stigmatiser la dark romance, ça va faire évoluer la société. Je pense qu'il fait aussi évoluer la société, c'est si on éduque les mères par rapport à leur fils, c'est-à-dire de ne pas mettre le fils sur un piédestal qui a tous les droits par rapport à la fille. Déjà dès l'enfance, si on commence dans l'éducation, certains comportements toxiques peuvent disparaître. Et j'ai envie de dire que interdire la dark romance ou dire ah c'est pas bien ce genre, voilà ça véhicule des comportements toxiques, une culture du V. Si la société n'évolue pas, ça servirait à rien de l'interdire. Et j'avais mis dans l'article c'est comme mettre du produit pour éradiquer des cafards dans un appartement et vous laissez tout l'immeuble sans aucun traitement. Donc en fait on prend souvent un objet ou quelque chose, voilà comme un bouc émissaire. Et il n'y a pas de traitement de fond. Voilà. Donc là, comme j'avais dit dans l'article, je parle de romance et donc je ne vais pas aller plus loin dans les opinions féministes. Mais je voulais faire une petite parenthèse. C'est important aussi de valoriser le travail des femmes. Donc en fait, c'est beaucoup d'autrices qui écrivent de la romance. Et ça serait bien de ne pas les accuser de se faire du mal à elles-mêmes et de se tirer une balle dans le pied. Et donc de quelque part dévaloriser leur travail. Et en plus, souvent, ce sont des femmes qui ont cette analyse. Moi, j'aimerais qu'il y ait davantage de discussions et que toutes les personnes, quel que soit leur genre, soient conviées à discuter de ce genre littéraire. Ça permettrait d'avoir une pluralité d'opinions et peut-être davantage de neutralité. Alors, c'est vrai que la romance, avant d'être connue comme étant essentiellement anglo-saxonne, c'était une tendance française. Et une tendance française qui était née quand même, allez, il faut rendre à César ce qui est à César, qui était née quand même de l'Angleterre. On va parler donc de cette fameuse Pamela ou La Vertu récompensée, un roman d'amour anglo-saxon qui a connu un succès sans précédent. Alors ce roman, il a été traduit par l'abbé Prévost en personne. Si vous ne connaissez pas l'abbé Prévost en personne, c'est l'auteur de Manon Lescaut. On a tous souffert à l'école, en bac de français, sur Manon Lescaut. Eh bien, l'abbé Prévost a lu en anglais Pamela ou La Vertu récompensée, il l'a traduit et il a donc participé au succès de cette œuvre qui a été représentée sous forme théâtrale sur les plus grandes scènes d'Europe à l'époque, lors de sa parution en 1740. Et à l'époque, certains passages, comme je vous ai dit, étaient lus pendant la messe afin de fournir un exemple de vertu aux femmes qui assistaient à l'office. Ça paraît un petit peu incongru. Je vous invite à lire la partie de l'article Wikipédia qui s'intitule Réception. The novel was also integrated into sermon as an exemplar. Et donc, c'est vrai que c'est étonnant. Et il faut savoir, comme je vous ai dit, qu'il fut un temps où les éditions Harlequin ne détenaient pas le monopole des romans d'amour. Alors, en France, au XIXe siècle, on a eu ce qui s'appelle le développement du chemin de fer français et l'apparition de ce qu'on appelait la littérature de gare. Alors, il y a eu Pamela, qui a eu énormément de succès et qui a eu aussi des détracteurs, mais il y a eu aussi, si vous voulez, tout un mouvement de littérature légère qui ont été créés pour occuper les voyageurs. Il fallait déjà occuper les enfants, mais aussi les adultes et notamment les dames qui lisaient beaucoup. Donc,
vous avez naissance de ces romans à l'eau de rose qui, à l'époque, s'appelaient de la littérature de gare. Et les éditions Talandier, dont je vous ai parlé, furent les spécialistes de ce genre littéraire. Elles ont été créées en 1901, ces éditions, et donc bien avant, vous avez des choses comme des maisons d'édition comme Hachette, qui publiaient des romans d'amour. Et les éditions Taillandier se sont fait spécialistes de la littérature populaire à cette époque. Et de nos jours, c'est marrant parce qu'elle publie beaucoup de travaux d'historiens prestigieux. Alors c'est marrant, je veux dire, c'est, vous voyez, passer du léger au très sérieux et en même temps le garder dans le catalogue, je pense qu'il y a quand même une intelligence. Parce que c'est pas quelque chose de léger, n'est pas quelque chose de bête. Et c'est ce que j'aimerais montrer dans ce podcast. De nos jours, les éditions Taillandier publient de nombreux essais sur le monde contemporain. Ils font partie du groupe Artémis. C'est un groupe dans lequel vous avez également la maison d'édition La Martinière, pour ceux qui connaissent. Je suis sûre que dans les archives des éditions Taillandier, il doit y avoir des trésors cachés de romances françaises. Et notamment, vous savez qu'ils ont cité un partenariat juteux et rentable avec Daly, un auteur dont on va parler. Alors, Daly, c'est un auteur qui a connu un succès encore plus gros que Colleen Hoover. Voilà. Et son identité était gardée secrète, un peu comme de nos jours à Elena Ferrante. Et cet auteur produisait beaucoup, les ventes étaient très fortes, la production régulière, et de son vivant, il a publié plus de 100 romans d'amour, et également des publications en feuilleton. Voilà. On a eu une publication de 1910 jusqu'à 1980 avec des livres qui ont eu énormément de succès. Et d'ailleurs, si vous voulez lire l'ensemble des livres de Daly, la Bibliothèque électronique du Québec vous propose un accès libre et gratuit. Je vous invite à voir la note pour ceux qui seraient curieux. Je pense que même si vous écrivez de la romance de nos jours, c'est quelque chose qui est inspirant. Voilà. Je me rends compte que je suis passée de Pamela, dont j'arrête pas de vous parler, à Daly. Je vais un petit peu vite dans mon podcast parce que je suis passionnée, donc je vais revenir un petit peu sur Pamela et pourquoi je trouve que c'était une romance un peu problématique, et beaucoup plus problématique à mon avis que la dark romance de nos jours. Alors en fait, Pamela ou la vertu récompensée, c'est un roman écrit par Richardson qui parle d'une jeune femme qui travaille pour une famille et son employeur tente d'abuser d'elle. Et elle note la grande frayeur qu'elle a eue, elle a réussi à se défendre, et elle note la grande frayeur qu'elle a eue dans son journal intime, et vous voyez, elle n'a tellement pas d'intimité que son employeur se permet de lire un jour son journal intime, et en lisant son journal intime, il est ému de voir que c'est une fille sérieuse, donc il la demande en mariage. Et moi je trouve que ça glace le sang, donc c'est censé être une romance. La fin heureuse, c'est qu'elle épouse son agresseur. Impossible de nos jours. Heureusement, déjà au XVIIIe siècle, vous avez eu des réactions. Il y a une parodie qui s'appelle Chamela. Et c'est un jeu de mots avec shame, qui veut dire honte. Et ça tourne un peu en dérision, le roman. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir accès à ces deux livres en accès libre. Ils sont dans le domaine public depuis bien longtemps. À partir de Wikipédia, vous pouvez les trouver et les lire. Bien sûr, de nos jours, ça ne serait pas considéré comme une romance et je ne pense pas qu'un éditeur publierait ce genre de choses. Et en fait, comme je vous disais, dans la messe, les prêtres trouvaient que c'était une fille sérieuse, donc ils lisaient ces passages pour dire voilà, il faut se comporter bien afin de faire un riche mariage, mais personne ne réalisait que un riche mariage avec son agresseur, mais franchement, la pauvre, quoi. Enfin voilà, ça c'est vraiment une remarque personnelle. Donc on va revenir maintenant à Daly. Donc comme je vous ai dit, Daly par contre écrivait des romans d'amour et c'est un peu différent de la romance anglo-saxonne. Et en fait, dans Daly, vous avez, c'est un auteur inconnu. On va voir qu'en fait, il n'y avait pas une seule personne, mais deux personnes. C'était un frère et une sœur. Et pour Daly, l'idée, c'était d'emporter les lectrices dans des univers tourmentés
où l'héroïne est émue par un seul objectif, accéder à l'amour véritable, en dépit des aléas et des embûches dressées sur sa route. Et si dans la tragédie nous savons que malgré les efforts du héros, celui-ci va subir sa destinée, nous savons que par exemple Phèdre, elle a beau lutter, elle sera punie parce que les dieux l'ont décidé, eh bien on sait en lisant Delhi que malgré l'adversité, malgré les pires situations, l'amour vaincra et il sera mérité. Parce qu'avant d'atteindre le nirvana romantique, le personnage principal va affronter 1001 péripéties. Et moi, je lis Delhi parce que c'était un auteur auquel j'avais accès quand j'étais plus jeune. Et c'est de véritables... Les œuvres de Delhi sont de véritables sources d'inspiration. Et je pense même pour des auteurs, des scénaristes de séries. Alors, vous savez que moi, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait quelques scénarios et j'ai suivi une formation de lectrice de scénario au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Et c'est là où il y a donc ce conservatoire d'écriture audiovisuelle, c'est là où il y a le portrait de Delhi, donc le portrait du frère et la sœur. Ce conservatoire est situé à l'hôtel de Massa à Paris. Et c'est un hôtel qui est la propriété de la Société des gens de lettres. Alors c'est une organisation très intéressante. Lorsque vous écrivez un manuscrit, on pouvait faire un dépôt à la Société des gens de lettres. Je vous avoue, je n'ai pas vérifié si c'est toujours d'actualité au moment de faire ce podcast. Mais quand j'étais plus jeune, on avait un numéro SGDL. On déposait son manuscrit avant de l'envoyer à des éditeurs pour éviter le plagiat. Donc, cette Société des gens de lettres a bien sûr pour but de promouvoir l'écriture et c'est dans cet hôtel qui appartient à la Société des gens de lettres que vous avez ce Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle où il y a des formations pour apprendre à écrire des séries, pour apprendre à juger de l'intérêt d'un scénario. Moi, j'ai fait une formation très intéressante il y a 6 ans qui s'appelait lectrice de scénario et il y a énormément de formations. Je vous invite à aller voir leur catalogue en ligne et c'est vraiment de la formation professionnelle. Beaucoup de choses que vous voyez sur vos écrans, sur Netflix, les gens sont diplômés de ce conservatoire. Et dans ce conservatoire, qui est donc dans l'hôtel de Massa, eh bien, vous avez des archives de Delhi, puisque Delhi a légué son immense fortune en 1947 à la Société des gens de lettres. Alors, Delhi a partagé son immense fortune entre son employé de maison et la SGDL, donc la Société des gens de lettres. La Société des gens de lettres, c'est aussi une association que je vous invite à redécouvrir, qui a souvent été supportée dès l'origine par des personnalités des entreprises comme Alexandre Dumas, les Galeries Lafayette. Et on sait qu'ils conservent les manuscrits et le portrait de Delhi, donc du frère et de la sœur à l'origine de Delhi, qui sont aujourd'hui tombés dans l'oubli, mais qui contribuèrent à l'essor du roman d'amour. Alors, on va voir qui était Delhi dans quelques instants. Vous avez sans doute vu que je ne me suis pas appesantie sur certains détails parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Apprendre le français avec les romances, où déjà je parlais de Pamela, où je parlais un petit peu aussi de Delhi. Je vous invite pour compléter ce podcast à regarder cette vidéo. Néanmoins, qui était Delhi ? Delhi était le pseudonyme d'une fratrie, donc comme je vous ai dit, un frère et une sœur. Donc Jeanne-Marie Petit-Jean de la Rosière, 1875-1947, et son frère Frédéric, 1876-1949. Tous deux sont les enfants d'un militaire qui ont vécu en Bretagne avant de déménager à Versailles en banlieue parisienne. Et la petite Jeanne-Marie est très rêveuse, très sensible. Et il se trouve qu'avec son frère, elle s'est liée d'amitié avec une femme qui est une future autrice de livres pour enfants qui s'appelle Marie Dagon de la Cointrie. Alors, si Marie Dagon de la Cointrie n'est pas restée aussi célèbre que la comtesse de Ségur, elle mérite d'être découverte. Elle a été publiée chez Armand Collin dans la collection Bibliothèque du Petit Français, également dans des journaux où elle a fait paraître des romans feuilletons. Je vous invite, si vous connaissez le site Gallica, à trouver dans la semaine de Suzette
un roman feuilleton très intéressant qui s'appelle Pauvre Charlotte. Alors c'est pour les enfants, mais c'est écrit d'une manière de grande... il y a vraiment une grande qualité d'écriture. Et Jeanne-Marie et Marie Dagon deviennent amies. Et il se trouve que Marie Dagon de la Cointerie a consacré sa vie à l'écriture, et c'est un peu le modèle de Jeanne-Marie, qui est aussi une rêveuse et qui aime écrire. Son frère Frédéric va participer à l'écriture des livres, mais il va être surtout l'agent littéraire. C'est lui qui va négocier les contrats avec les maisons d'édition, mais bien sûr, il participait à proposer des péripéties et des histoires. Alors, l'univers de Delhy, vraiment, je vous invite à le redécouvrir, est très romanesque. Il va mettre, donc, comme je vous ai dit, les jeunes filles aux prises avec l'adversité, mais elles ont toujours leur idéal amoureux, elles vont s'y accrocher en dépit des aléas de l'existence. Et on va noter qu'il y a souvent des références à la Bretagne, parce que en fait Jeanne-Marie et Frédéric ont passé leur enfance en Bretagne. Et donc il y a des petits clins d'œil par rapport à la Bretagne à travers des titres comme Le mystère de Caréven, L'orpheline de Ticarec. Cependant, les intrigues sont centrées sur l'histoire d'amour, c'est une romance. Donc en fait, il n'y a rien de régional ou de folklorique, il n'y a rien de vraiment typiquement breton qui n'émerge des œuvres. Mais comme à l'époque, je vous avais dit que personne ne connaissait l'identité de Delhy, il y avait des plus folles, des rumeurs, mais toutes plus folles les unes que les autres, dont l'idée que la femme du président de la République, donc Jeanne Doumergue, aurait été l'autrice Delhy. Et en fait, s'ils avaient été plus intelligents et s'ils avaient eu Internet, ils auraient vu qu'il y avait donc des références bretonnes, et ils auraient pu chercher parmi les personnes ou bretonnes ou des personnes qui avaient de la famille en Bretagne et qui connaissaient vraiment, parce que là je vous ai cité 2 titres, mais il y a des noms qui sont beaucoup plus typiques, et ils auraient peut-être pu retrouver la famille Petitjean. Mais voilà, à l'époque, ils n'ont pas eu l'idée. Et bien sûr, Delhy ne développe pas une littérature régionale, puisque c'est une littérature de romance, donc littérature basée sur l'histoire d'amour. C'est le but de leur roman. Il faut savoir qu'à l'époque, les tirages s'élevaient parfois à 30 000 exemplaires. C'est un chiffre incroyable pour l'époque, et ça se vendait très très bien. Et eux, ils ont choisi un anonymat strict. Donc ils ont choisi de ne pas communiquer, de ne pas dire qui ils étaient. Ils avaient un peu cette idée de, vous savez, le dicton français, pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc il y avait des rumeurs complètement folles. Oui, c'est la femme du président de la République qui écrit des romans d'amour. Voilà. Et c'était plutôt flatteur parce que ça avait un grand succès. Et quand on les relit, excusez-moi, mais il y a une grande qualité d'écriture. Alors je dis excusez-moi, mais bon, dans les romans actuels aussi d'amour, il y a une grande qualité d'écriture. Je dis ça surtout pour les personnes qui penseraient le contraire. Alors en 1947, à la mort de Jeanne-Marie, l'identité de celle-ci est révélée. Son frère Frédéric décède 2 ans plus tard, et il décède donc en 1949, et ils sont tellement riches que en fait ils ont l'idée de créer une bourse Delhy pour aider les auteurs malades ou dans le besoin, et c'est pour ça qu'ils vont partager leur fortune entre leurs fidèles employés de maison et la société des gens de lettres. Et de nos jours, la SGDL donc, va conserver ce souhait, va conserver des documents, et il y a eu une bourse Delhy pendant longtemps. Et il y a même eu une étude qui a été faite justement sur cet auteur et les motivations, donc des motivations philanthropiques et même dans l'histoire, c'est une histoire d'amour, mais il y a toujours cette idée de l'amour qui va gagner. Vous voyez, donc quelque chose de très positif. Et il y a une étude qui s'appelle Delhy, autopsie du roman rose, qui a été publiée sur le travail de cet auteur. Et je vous ai mis la référence parce que c'est quelque chose qu'on peut lire, et c'est très intéressant. De nos jours, on retrouve souvent, c'est assez étonnant, à chaque fois que j'en trouve un, moi je le ramasse, c'est un livre, des livres de Delhy, on les trouve souvent dans des vides-greniers ou dans des boîtes à livres. Il y a eu quelques rééditions, mais vous savez, chez J'ai lu, à un moment, ils éditaient aussi un peu de la romance, ils éditaient Barbara Cartland notamment. Et alors, petite confession privée, mon père a appris le français grâce
à Barbara Cartland grâce au roman d'amour, vous voyez, parce qu'il ne parlait pas français et il lisait des livres et c'est un vocabulaire simple, un vocabulaire émotionnel et donc quand je dis apprendre le français grâce à la romance, j'ai eu des exemples concrets dans ma vie. Donc il y avait donc à la maison des livres de Barbara Cartland et des livres de Daly puisque c'est un auteur que mon père a étudié pour pouvoir communiquer en français. Alors, je pense qu'il est urgent de redécouvrir cet auteur qui a un univers romantique, riche, même si c'est très différent des romances actuelles. Et comme je vous ai dit, si vous êtes scénariste, je vous invite à aller voir ces écrits. Je pense que vous allez trouver vraiment des sources d'inspiration. Sans les copier bien sûr, parce que je crois que c'est un style qui est vraiment, on ne peut pas copier. Voilà. Et de nos jours, donc les romans de New Romance, il y a autant de styles que d'autrices. Et le point commun, c'est que les gens qui n'aiment pas ça, ils appellent ça des livres à l'eau de rose. Alors, on va parler de ce que veut dire à l'eau de rose. Donc, à l'eau de rose, ça veut dire quelque chose de mièvre, de niais, de bêta, de trop romantique. Et c'est un peu péjoratif. Et puis, il y a une autre chose, une autre expression qui est fleur bleue. Et fleur bleue, ça provient d'un mouvement littéraire très respecté qui s'appelle le romantisme. Et être fleur bleue, ça veut dire être extrêmement romantique. Donc c'est moins péjoratif que l'expression à l'eau de rose. Alors l'expression être fleur bleue, ça tire son origine d'un roman de Novalis, qui est un poète et un auteur allemand du XVIIIe siècle. Il a écrit un livre qui s'appelle Henri d'Oftenlingen. Et il va raconter dans ce livre l'histoire d'un rêve qui est fait par son personnage, le personnage principal qui veut devenir un grand poète. Et il rêve d'une fleur qui est bleue. Et cette fleur, c'est le symbole de la poésie. Et donc, à chaque fois qu'il veut symboliser le passage entre le rêve, qui est le lieu de son idéal poétique, par opposition avec la réalité qui est triviale et qui ne lui apporte pas ce qu'il veut, il y a cette expression de fleur bleue et je vous ai mis également la référence, le passage où le héros principal d'Henri d'Oftenlingen découvre la fleur bleue, c'est extrêmement poétique et je pense que ça peut inspirer certaines autrices de romances. Alors, une fleur bleue, c'était par nature quelque chose d'exceptionnel, d'une part parce que les fleurs de cette couleur sont rares dans la nature, et puis de nos jours, le bleu, on en a partout, et ça fait partie des couleurs préférées des Français, mais c'était difficile à obtenir avant. Et d'ailleurs, il y a même, vous savez, cette rumeur comme quoi les Grecs ne connaissaient pas la couleur bleue sous l'Antiquité. Et il y a une théorie assez intéressante qui dit qu'ils connaissaient le bleu, bien sûr, ils voyaient bien que le ciel était bleu, que la mer était bleue, mais comme ils n'avaient pas le mot pour décrire la couleur, vu qu'elle était très rare, c'est aussi pour ça qu'on ne retrouve pas beaucoup de bleu dans les ruines et dans les bâtiments historiques. Une référence du National Geographic qui parle donc du bleu, qui vous donne plus d'informations au sujet de la couleur bleue pendant l'Antiquité gréco-romaine, mais donc l'expression être fleur bleue veut dire être exagérément romantique, mais est beaucoup moins péjoratif que l'expression à l'eau de rose. Alors on va terminer ce podcast en parlant d'une très bonne initiative, la dernière née des librairies romances. Donc, comme je vous l'ai dit, le marché de la romance est en pleine expansion et je pense il faut arrêter de considérer que c'est un petit genre et que ce n'est pas important parce que les esprits chagrins se plaignent que les gens ne lisent pas, mais en fait les gens ne lisent pas forcément ce qu'on voudrait qu'ils lisent. Les goûts sont quand même libres, on est en République et je pense qu'il faut respecter l'engouement des lecteurs. Alors au moment où j'écris cet article, la plus récente des librairies dédiées à la romance a ouvert ses portes fin juillet à Lyon, fin juillet donc 2025 à Lyon et j'y suis allée parce que vous me connaissez, je n'aime pas parler de quelque chose que je n'ai pas vu en vrai, j'aime bien me rendre compte par moi-même et donc c'est un lieu absolument charmant et la libraire est très gentille. Ça a été donc cette librairie s'appelle Au Grimoire Romantique. Elle a été créée par une jeune entrepreneuse de 26 ans qui s'appelle Manon. Manon est passionnée de romance.
Et donc dans sa librairie, au Grimoire Romantique, vous pouvez retrouver une large sélection. C'est une librairie qui se situe à 2 pas de la place Bellecour. Et je trouve que c'est symbolique parce que c'est la preuve que la ville de Lyon vit avec son temps, parce que dans ce secteur, vous avez des librairies beaucoup plus classiques, dont la plus connue est les librairies de l'enseigne de Citre, je vais y arriver. Alors après, bien sûr, ça dépend de l'endroit où on trouve le bail commercial, mais le hasard fait bien les choses. Je trouve que c'est très bien d'avoir des librairies thématiques, vraiment dans un endroit qui est en plus assez fréquenté par les touristes. Donc je souhaite du grand succès à Manon. Sa librairie est vraiment très accueillante, et il y a une mezzanine si on veut se poser. Il y a des goodies, mais alors ça part à une vitesse parce que c'est vraiment mignon, hein, voilà. Et déjà dans la présentation, donc au Grimoire Romantique, elle dit que c'est un espace chaleureux, on a envie de se retrouver, et c'est vrai que il y a des livres, des cahiers, des accessoires, des choses vraiment très intéressantes. Il y a vraiment un univers, une ambiance. C'est un lieu tout jeune. Si vous êtes sur Lyon, je vous invite à y aller. Alors c'est vrai que c'est un lieu instagrammable, hein, pour faire des jolies photos comme dans ce genre de lieu, et c'est un endroit en tout cas qui vous propose vraiment des types de romances. Moi j'ai été assez frappée par vraiment la variété, et elle va organiser des rencontres et des dédicaces, et moi je voulais saluer le courage de cette créatrice qui à 26 ans se lance dans cette aventure, surtout à notre époque. Où c'est un peu compliqué, même si on dit que la romance ne connaît pas la crise. Voilà. Je pense aussi que la romance intéresse les gens parce qu'on a envie de s'échapper d'un monde de plus en plus compliqué et violent. Et vous savez, certaines personnes un peu désabusées disent que l'homme est un loup pour l'homme. Mais moi j'ai envie de clôturer ce podcast en disant que les philosophes des Lumières, période où le premier roman d'amour à succès fut publié, donc Pamela, même s'il est plein de défauts et même si de nos jours il nous fait un petit peu peur, j'ai envie de vous dire que les philosophes des Lumières croyaient au contraire à la bonté naturelle de l'humain. Et je pense que cette appétence pour les livres de romance, où il y a toujours une fin heureuse, ça démontre que l'amour reste malgré tout une valeur sûre, un sujet d'intérêt, et j'ai envie de prédire de beaux jours à ce secteur, tant qu'il gardera sa fraîcheur, sa créativité et cette croyance en une fin heureuse, même si c'est pas pour toujours, même si c'est pour temporaire. Vous voyez un peu la victoire du bien contre le mal, voilà, entre guillemets, je fais un petit peu caricatural. C'est vrai que le pire qui pourrait arriver au pays de l'amour roi, au pays de la romance, ça serait qu'il y ait une spéculation sans état d'âme, qu'il y ait des vieilles recettes éculées, que les gens ne cherchent à faire que de l'argent et à exploiter des recettes toutes faites. Et je pense que tout va se jouer sur l'écriture de romances, sur des bonnes romances qui vont déjouer ces menaces. Et j'ai envie de dire à Cupidon, ouvre l'œil, hein, voilà. Et j'ai envie de dire aussi aux créatrices et aux créateurs, parce qu'après tout, c'est pas seulement réservé aux femmes d'écrire des romances. J'ai envie de dire, voilà, c'est un peu les gardiens d'un monde qui est des fois un petit peu considéré comme stupide, mièvre, bêta, mais qui attire de plus en plus de gens parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de rêves, on a besoin d'amour. Je pense que l'être humain ne peut pas vivre sans amour, et en plus amour plus péripéties et variété, avec variété des genres. J'espère vous avoir convaincu que la romance, c'est un petit genre qui a tout d'un grand, et j'espère que vous aurez envie de pousser les portes des librairies dédiées et de lire davantage d'œuvres de ce style, en sachant qu'une chose peut paraître légère, mais c'est pas parce que c'est léger que ce n'est pas intéressant et que ce n'est pas quelque chose qui apporte à la collectivité. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce podcast. À bientôt.